de 13h à 15h au 04 81 08 28 10 et 04 81 08 28 15. Merci beaucoup Richard, merci le grand chef, le maestro Mamadou Ndiaye, merci le docteur Martin Carvalho d'avoir accepté notre invitation. Et moi-même, Lamine Diakhaté, aujourd'hui, je suis encore une fois de plus très content d'être avec vous. Nous sommes là avec vous jusqu'à 15h pour une émission spéciale sur le diabète, car le diabète actuellement fait des ravages dans le monde. Et par anticipation à la journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14 novembre, nous aujourd'hui, nous allons prendre les devants de la scène avec le docteur Martin Carvalho qui, chaque année, bien sûr, vient nous rappeler certaines choses par rapport donc à cette maladie qui quand même, comme je l'ai dit au début, fait beaucoup de mal à notre population africaine. Au tout début, nous avons tous pensé que le diabète était tout simplement une maladie des pays riches parce que voilà, leur alimentation était riche. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces pays pauvres, malheureusement, en pâtissent. En tout cas, je ne sais pas si c'est beaucoup plus ou beaucoup moins, peut-être le docteur nous en dira quelques mots, mais en tout cas, dans le monde entier, le diabète fait des ravages. Donc, sans plus tarder, je vais dire déjà à tous les auditeurs que aujourd'hui, nous allons, après avoir discuté un tout petit peu avec le docteur Martin Carvalho, parler donc de cette maladie et vous aurez la parole. Déjà, nous avons beaucoup de questions qui commencent à arriver sur le mail pirogue au pluriel 2006@yahoo.fr. Donc la question de Diatou, de Medoun Jean-Pierre et donc d'autres. Richard en tout cas est là et s'en occupe. Voilà, donc Momodou, je ne sais pas si on doit démarrer maintenant ou comment on fait. Ben oui, on doit démarrer puisque le temps passe, le temps presse et surtout quand on aborde le domaine de la santé, qui est une grande préoccupation ici et ailleurs, et sans oublier en plus, quand il a été sollicité auprès du professeur Tounkara, on a compris aussi que les politiques sont nécessaires, et donc les politiques doivent réagir. Donc merci patron, on va faire comme toi tu le veux, c'est toi le chef, j'ai pas envie d'être viré, donc voilà, il faut respecter quand même les vœux du patron. Donc bonjour docteur, bonjour Martin. Bonjour Lamine, bonjour Mamadou, bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère qui ont pris de leur temps ce dimanche pour nous écouter et qui, j'espère, seront très nombreux pour éventuellement animer cette émission et nous poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues, sans aucune restriction. Voilà. Voilà, en tout cas, donc, merci beaucoup. Je vais quand même partir sur ce que Mamadou Ndiaye a dit. Vous étiez l'invité de la télévision, une des télévisions vedettes du Sénégal, la 2STV. Vous avez été invité par donc, le fameux journaliste Tounkara. Je dis fameux parce qu'il n'est jamais tendre avec ses invités. Voilà, et que on vous a senti donc très à l'aise en parlant de l'aspect, on va dire, sanitaire donc, sur le Sénégal, en parlant de la politique sanitaire du Sénégal. Justement, qu'en pensez-vous? Alors, Lamine, avant de commencer, tu as toujours l'habitude de clore cette émission par une paraphrase, par un proverbe. Moi, je vais commencer cette émission par, effectivement, ce que disait le Dalai Lama. Le Dalai Lama disait, enfin dit, parce qu'il est encore en vie chez nous, que, en fait, pour connaître quelqu'un, il ne faut pas écouter ce qu'il vous dit, mais regarder ce qu'il fait. Ça me permet de rebondir sur effectivement l'émission de Tounkara où je dis souvent que nous, les Sénégalais, les Africains, on est des hableurs, on parle beaucoup, mais quand il faut agir, donc on agit peu. Ça a été une réflexion pour moi et je me suis dit, tu ne peux pas rester dans ton petit coin en France, travaillant tranquillement dans ton petit coin, sans pour autant essayer de faire quelque chose pour ton pays, le Sénégal. Et ceci m'amène à à ce que disait Kennedy, tout le monde sait que je suis un peu keynésien, qui disait tout simplement, ne te pose pas la question ce que ton peuple peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour ton peuple. Et donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je me suis dit, il va falloir quand même essayer d'aider ton prochain, tes prochains que tu as été au Sénégal. Et pour ce faire, depuis 27 ans que je suis essentiellement en France et à Marseille, je fais de l'humanitaire au Sénégal. J'ai commencé par des petites structures, par un petit dispensaire qui me soignait quand j'étais gamin.
aujourd'hui, ce dispensaire, à l'époque, pardon, ce dispensaire ne s'occupait pas du tout du diabète. Je suis arrivé à créer une petite formation pour qu'il s'occupe de ce diabète. Et aujourd'hui, il y a une infirmière qui est responsable de ce dispensaire, entourée d'autres infirmiers et d'aides-soignants et des techniciens de la profession. Et je suis arrivé à leur faire comprendre que cette prise en charge du diabète arriverait à les aider même sur le plan économique. Et au moment où je vous parle, ce dispensaire qui se situe tout simplement à Baobab, parce que j'habite à la SICAP Liberté 1, donc pour moi, ce n'était pas compliqué. Et les employés de ce dispensaire, du fait tout simplement de la prise en charge du diabète, ils ne font que dépister le diabète. À l'époque, le dépistage, je leur demandais je leur avais dit de prendre 500 francs CFA pour le dépistage. Aujourd'hui, ça marche tellement bien qu'ils en sont à 1500 francs CFA. Et qui plus est, cette manne financière, je leur ai dit, bah, il va falloir quand même maintenant redistribuer. Et finalement, chaque employé de ce dispensaire a pu ouvrir un compte d'épargne. Et aujourd'hui, on a augmenté le salaire de 30% de chaque employé de ce dispensaire. Donc, ce n'est pas seulement faire de la politique de la santé publique pour aider les gens, mais il faut bien qu'il y ait des retombées. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, dans ce dispensaire, je m'étais rendu compte qu'au mois d'août, il ne travaillait pas. Mais le mois d'août, c'est le mois le plus terrible au Sénégal. Il pleut, il y a les moustiques. Je leur ai dit, mais il est hors de question que vous fermez vos portes. Il va falloir que vous travaillez. Et aujourd'hui, ce dispensaire travaille au mois d'août. Donc, avec des petits faits, des petits exemples, on arrive à faire vraiment de grandes choses. Ça, c'est le premier exemple. Puis après, j'ai été au centre Abbas Ndao. Centre Abbas Ndao, où je suis arrivé à l'époque avec l'association Saint-Jo, pas Saint-Jo humanitaire, pardon, l'association des élèves de Saint-Joseph, avec la directrice Madame Martin. On a amené 1 tonne de médicaments à l'hôpital Abbas Ndao. Et malheureusement, dans le domaine public, il y a toujours des profiteurs. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Et cette tonne de médicaments, dès qu'on a fini le folklore sénégalais, je me suis rendu compte que finalement, les gens vendaient ces médicaments-là. Sauf qu'ils n'avaient, malheureusement, ils ne savaient pas que ce que je fais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour moi, pour veiller. J'avais ma belle-sœur qui était infirmière dans cet hôpital-là et qui m'a tout simplement dit que les gens vendaient les médicaments. Donc, je me suis dit, le système public, il va falloir passer. Et finalement, je suis arrivé à Thiès en matière de décentralisation pour la prise en charge du diabète. Et avec 2 associations que je préside, à savoir Saint-Jo Humanitaire et Afedia, on est arrivé à montrer un centre, le centre de prise en charge du diabète qu'on appelle Diab Carmet, à Thiès, d'une valeur environ de 110 millions de francs CFA, c'est-à-dire la construction. Et aujourd'hui, il y a des médecins, un diabétologue qu'on a formé ici à qui est venu se former à Marseille. On a participé à sa formation à Montpellier pour qu'il ait ce qu'on appelle le diplôme universitaire de diabétologie et de nutrition, et un cardiologue. Et à partir de là, le centre aujourd'hui fonctionne très bien avec ces deux médecins et du personnel paramédical dont l'une est venue se former aussi ici à Marseille. Et je n'ai pas fini parce que mon objectif c'était de continuer sur la bande nord, à savoir jusqu'à Saint-Louis. Et à Saint-Louis, ce que j'ai fait, et c'est minime, malheureusement, je n'ai pas pu faire plus parce que la loi Bertrand nous a empêché aux laboratoires pharmaceutiques qui ont été quand même les partenaires, parce que moi je n'ai pas 110 millions dans ma caisse pour donner malheureusement au Sénégal. Je sais les chercher, mais je ne les ai pas. Et à partir de là, malheureusement, cette loi est tombée le 31 décembre 2011, et ce qui nous a empêché de poursuivre sur Saint-Louis, mais l'association des diabétiques de Saint-Louis que dirige Doudou Diop a pu avoir, de par notre association, la modique somme de 10 millions de francs CFA, ce qui leur a permis aujourd'hui d'acheter une voiture en occasion pour faire du dépistage, essentiellement dans la région du fleuve, qui, au demeurant, la prévalence du diabète est estimée à 10%, d'après une étude du professeur Kahn, qui a été faite essentiellement sur le territoire. Oui. Donc, et bien entendu, je ne m'arrêterai pas là, parce que je l'avais promis à Mamsei, notre actrice qui est décédée, qui était venue voir ce que j'avais fait à Thiès et m'avait dit de façon très humble et assez taquine, docteur, j'aimerais bien avoir un centre comme ça à Saint-Louis. Donc, je m'y attelerai et je pense que je ne dois pas être le seul à le faire. Si d'autres Sénégalais
ont vraiment ce sentiment qu'ils ont envie d'aider leur pays. Et je pense que là, la diaspora a une certaine responsabilité. Moi, j'appelle la diaspora à se bouger. On n'est pas seulement la 15e région du Sénégal. On n'est pas seulement la 15e région du Sénégal. Je ne pourrais pas dire qu'on est la première région du Sénégal parce que si on arrive à avoir près de 800 milliards de francs CFA qui entrent au Sénégal que pour des frais de bouche, je pense qu'on a autre chose à faire et qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans le domaine de la santé, mais pas seulement dans le domaine de la santé. J'ai des idées aussi dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie et d'autres faits encore. Voilà. Ben, merci, Dr Martin Carvalho, donc, pour cette présentation où vous nous parlez donc, de vos actions, effectivement. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour votre pays et non pas ce que votre pays peut faire pour vous, comme vous l'avez dit, Dixit Kennedy. Mais là, moi, j'ai un autre problème, parce qu'on peut aussi contourner la loi, et de manière légale. La loi Bertrand vous interdit en quelque sorte de trouver encore 110 millions de francs CFA pour faire des unités pour traiter le diabète. Mais la diaspora aussi ne doit pas être juste considérée comme une vache à lait. Vous l'avez dit, nous sommes 15e région, mais de manière symbolique selon les uns et les autres. Mais il est où l'État? 110 millions de francs CFA dans un budget donc, de l'État du Sénégal, au lieu aujourd'hui de parler de couverture mutuelle universelle pour dépenser 10 milliards de francs CFA, est-ce que ce ne serait pas moins politique en tout cas, de faire des centres comme ça pour traiter les malades? Et là, je rentre dans le dur de la politique, parce que je sais que vous êtes un homme politique. Alors, Lamine, j'aime bien effectivement votre franchise et je serai aussi très franc dans ce domaine-là. Je n'ai jamais voulu associer les politiques à quelques actions que j'avais à faire. Parce que si j'avais à l'époque demandé, passer par les voies habituelles, les 110 millions, peut-être qu'on en verrait plus que 50. Et je pense que les Sénégalais me comprennent. Sachant cela, étant né au Sénégal, ayant grandi au Sénégal, connaissant la mentalité des Sénégalais, j'ai voulu faire essentiellement du direct. Et aujourd'hui, il est possible de contourner cette loi, certes, et je m'y attelle. Ça ne m'a pas freiné. Je suis en train de voir comment faire pour arriver à faire venir ces mêmes investisseurs, ces mêmes laboratoires au Sénégal via un congrès que j'essaie d'organiser. Ce n'est pas facile parce qu'il faut que j'arrive à convaincre les gens ici et les convaincre les gens au Sénégal. Donc c'est très difficile. Et que ces mêmes partenaires arrivent au Sénégal, que je leur montre ce qu'on a pu faire pour Thiès et qu'ils puissent dire, ben, écoutez, ce n'est pas compliqué. On ne peut pas vous donner de l'argent en France parce que c'est interdit, mais on peut, à travers des congrès, investir, payer par exemple la location d'un stand, et on arrivera ainsi à récupérer une certaine somme d'argent. Je n'aurais pas besoin de 110 millions de francs CFA, il faut être honnête. 110 millions, c'était la construction. Aujourd'hui, je pense qu'avec 50 millions de francs CFA, on peut rénover des structures, former des jeunes et essentiellement les mettre devant leurs responsabilités, qui est la prise en charge du diabète, qui est un fléau, donc un problème de santé publique mondiale, y compris le Sénégal. Je commence d'ailleurs à faire des petites touches sur Mbour, avec un médecin que j'ai rencontré récemment, et j'essaie de faire pareil dans chaque fois que je me déplace au Sénégal, pour voir quels sont les gens qui sont intéressés par le diabète. Le docteur Jean-Michel Ndione, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu comme ça, parce que tout simplement, il s'était intéressé. Je me suis investi, j'ai pu le faire venir et aujourd'hui, il est responsable de ce centre. Et j'aimerais bien que ça se passe comme ça pour dans tous les centres. Si j'avais les moyens, chaque région du Sénégal aurait un centre de prise en charge du diabète. Ainsi, on désengorgerait le centre Abbas Ndao de Dakar, qui d'ailleurs, au demeurant, depuis que Thiès existe, eh ben, ils sont très contents de ne plus recevoir toute la population du Sénégal. Donc, j'ai un schéma tactique qui peut-être n'est pas le meilleur, mais il a le mérite d'exister. En attendant, je n'embête pas l'État, j'aide mon État et j'aide à partir de là les populations. Si on peut éventuellement me donner un coup de main, et là j'appelle la diaspora, parce que la diaspora a aussi son rôle à jouer, si effectivement on se retrouve autour d'une table pour essayer de faire des propositions, non pas seulement en matière de santé, mais dans tous les domaines, je pense que ça, c'est une aide, et je veux dire, assez généreuse pour notre État, parce que moi, je pense que l'État ne peut pas tout faire. Voilà.
Ben, en tout cas, merci pour cette réponse, même si je ne suis pas encore satisfait, parce que je vois qu'un homme politique habile, vous contournez mes questions donc diplomatiquement, mais je vais encore être beaucoup plus direct. Que pensez-vous de la politique de couverture mutuelle universelle du Sénégal, avec 10 milliards qui sont investis dedans, alors qu'il nous manque des lits, qu'il nous manque des médicaments, les gens ont du mal à se soigner? Est-ce que c'est une politique judicieuse pour le Sénégal? Alors, je ne vais pas me dédire. J'ai dit à l'époque, dans une émission radio, je pense que c'était Khalima.sn, et j'avais dit que ce n'est pas gérable, la CMU au Sénégal. Aujourd'hui, en France, la France, je pense, regretterait même, si elle devrait revenir en arrière, d'avoir instauré la CMU. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Déjà, tout le monde sait que la santé coûte cher. Je pense que c'était un élan de générosité de la part de M. le Président Macky Sall de pouvoir dire on va toucher toutes les populations qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins de santé, d'instaurer la CMU. Mais je pense qu'avant d'instaurer cette CMU, il aurait fallu essentiellement faire le point sur une initiative de son prédécesseur sur l'accès aux soins des personnes âgées. Je ne me rappelle plus de son plan. Le plan Sésame, merci. De notre ancien président, Maître Abdoulaye Wade. Quand le plan Sésame, je vais prendre l'exemple tout simplement de l'hôpital de Fann. L'hôpital de Fann, l'État du Sénégal, aujourd'hui, lui doit environ 600 millions de francs CFA d'impayés uniquement sur le plan Sésame. Et je pense que quand même, on a dans ce pays-là des gens qui sont hyper intelligents, des gens qui, effectivement, je veux dire, savent ce qui s'est passé, savent faire le point, savent évaluer. Donc, avant peut-être de parler de la CMU, il aurait fallu dire, bah, le plan Sésame, qu'est-ce qu'on a pu faire? Et à partir de là, on dit, est-ce que c'est faisable maintenant pour la CMU? Parce que si, pour cette CMU, il faut savoir que sur 15 millions d'habitants que nous sommes au Sénégal, combien travaillent? Est-ce qu'il y a 2 millions de personnes qui travaillent au Sénégal, qui rapportent quelque chose? Je ne le crois pas. Je n'ai pas les chiffres, mais je ne le crois pas. Donc je ne m'avancerai pas dans ce domaine-là. Et cette CMU était ouverte essentiellement pour les enfants de 0 à 5 ans. Combien représentent-ils aujourd'hui ces enfants-là? Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que les enfants de 0 à 5 ans doivent représenter au moins un quart de la population du Sénégal. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas accès aux soins. Certes, on donne la possibilité qu'ils aient accès aux soins, c'est une bonne chose. Mais j'avais fait un calcul à l'époque. Si on prenait le quart de la population du Sénégal, si on prenait le budget donc, de 10 milliards pour cette CMU, vous savez à combien ça revient? Ça revient tout simplement à 4 000 francs CFA par enfant. 4 000 francs CFA par enfant, tenez-vous bien, Lamine, si l'individu, cet enfant-là, est amené en consultation, ça ne permet même pas de payer la consultation du médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps qu'on arrête cette politique politicienne? Parce que c'était vraiment juste une déclaration politicienne. Tout à fait. Moi, je pense que c'est une déclaration politicienne. Aussi, peut-être que c'était un souhait. Je pense que quand on est candidat, vous savez bien, quand on est candidat, on fait des promesses. Parce qu'on pense effectivement les tenir. Mais quand on arrive au sommet de l'État, quand on est dans l'action, et c'est là qu'on se rend compte des difficultés. D'ailleurs, les gens disent facilement, il y a un proverbe qui dit, la critique est aisée, mais là, ô combien difficile. C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui de critiquer le président Macky Sall. Moi, je ne critiquerai aucun politicien. Par respect pour leur fonction, d'abord, parce que ce sont des hommes d'État. Maintenant, que je puisse être contre telle ou telle chose, j'ai ma liberté de penser et ma liberté d'expression. Ça ne veut pas dire que je suis contre ce que le président Macky Sall fait ou bien contre ce qu'un ministre fait. Je ne suis là que pour apporter ma pierre à l'édifice en tant que citoyen. D'aucuns diront, c'est de la politique politicienne, c'est de la langue de bois. Non, les personnes qui me connaissent savent que je ne fais pas de la langue de bois. Quand je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis ça, ça ne me va pas. Mais après, je suis toujours là pour l'intérêt général et non pas pour mon intérêt personnel. Donc pour répondre clairement à votre question, cette CMU, aujourd'hui, je pense que nos autorités vont l'évaluer, à mon avis, au bout d'1 an. C'est ce que je leur conseille de faire.
Parce qu'on ne peut pas quand même se permettre de mettre 10 milliards dans cette CMU-là et qu'on ne fasse pas des études d'évaluation. D'accord? Et dans le même temps, on demande presque 280 milliards à la France, n'est-ce pas, dans un contrat pour le plan Sénégal émergent. Donc, on ne peut pas souffler le chaud et le froid. À un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, le plan Sénégal émergent, on peut trouver de l'argent ailleurs qu'en demandant ou en quémandant à chaque fois et en rendant, si vous voulez, nos enfants, voire nos petits-enfants qui sont à naître, que ces gens-là soient redevables, soient déjà endettés avant même de naître. D'accord? Et c'est là que j'appelle la diaspora. Je pense que, comme j'ai eu à l'écrire l'année dernière, je parlais d'une banque d'investissement de la diaspora. Il y a des gens qui l'ont dit 30 ans avant moi. Aujourd'hui, mon petit frère Babacar Ba est en train d'en parler essentiellement partout en Afrique, dans Facebook. Et je le félicite, c'est tout à fait comme ça, parce que c'est son domaine. Moi, j'avais une idée, d'autres l'ont eu avant moi, je l'ai écrit, lui, il continue essentiellement à le dire. Mais cette banque d'investissement de la diaspora, Lamine, et je ne vais pas être trop long parce que tu as certainement d'autres questions. Aujourd'hui, on dit qu'on a à peu près 800 milliards de francs CFA qui rentreraient au Sénégal. Mais il y en a beaucoup plus. Parce que quand vous partez en voyage, quelquefois, ce n'est pas prudent de le faire. Vous avez 2000 ou 3000 euros effectivement par devers vous, qui passent à travers les mailles effectivement du filet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est facilement pas loin de 1000 milliards de francs CFA qui rentrent. Ce qui est l'équivalent de 1,5 milliard d'euros par an. Mais si on captait 10% de cette somme-là, ça fait quoi? Ça fait 100 milliards de francs CFA par an. Mais 100 milliards de francs CFA par an. Lamine, avec 100 milliards de francs CFA par an, je peux te sortir un plan quinquennal pour l'emploi des jeunes, pour la santé, pour la création d'entreprises, pour l'élevage, pour l'agriculture, pour la pêche et l'industrie. Sans aucun problème. Et avec des trucs, avec des données chiffrées. Mais ça, c'est une volonté politique. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est une générosité de la diaspora. Donc nous, diaspora, on a une responsabilité morale. Ce n'est pas parce qu'on a quitté notre pays avec des bourses ou sans bourse, n'est-ce pas? On a quand même le devoir de rendre ce qu'on nous a donné. Moi, aujourd'hui, c'est ça mon principe. Le Sénégal m'a donné une éducation, une instruction. Aujourd'hui, j'ai quitté le Sénégal pour des raisons personnelles. Je suis venu faire mes études. J'aurais pu retourner au Sénégal parce que je fais partie de l'un des premiers endocrinologues du Sénégal. J'ai souhaité rester ici. Je me dois de rendre essentiellement ce que le Sénégal m'a donné. Raison pour laquelle je m'attelle à faire cela. D'aucuns me disent, y compris ma femme, mais tu perds du temps. Tu fais beaucoup de choses pour le Sénégal, mais on ne te le rend pas. Mais peu importe, je ne suis pas là. Je n'attends rien en retour. Il ne faut pas oublier que j'ai eu une formation chez des pères jésuites. J'ai une formation en tant que scout et je vais juste faire une parenthèse. Dans la prière scout, on dit tout simplement à donner sans compter. Moi, je donne. Moi, le bon Dieu m'a donné. Je donne, je distribue ce que je peux. Je n'ai pas les moyens de distribuer à tout le monde, mais je distribue. Et je n'en attends rien en retour. Donc que le gouvernement sénégalais dise Carvalho a fait ou pas fait. Je ne le fais pas pour le gouvernement du Sénégal. Je ne le fais pour aucune promotion. Je le fais pour mes concitoyens sénégalais pour qu'ils puissent mieux se soigner et qu'ils aient accès aux soins de santé publics et aux soins de santé primaires. Voilà. Une dernière question donc sur le Sénégal avant qu'on puisse attaquer une ou deux questions sur la politique en France et après enfin parler donc du diabète proprement dit. Vous-même vous l'avez parlé, vous l'avez dit, donc les problèmes sur le plan de l'éducation, notamment à l'université avec ce que l'on voit, des problèmes au Sénégal avec la Sénélec, les coupures d'électricité, des problèmes au Sénégal avec les coupures d'eau. Oui, Bakary, donc Biram, je sais que vous m'écoutez, donc vous de l'appel, vous savez bien ce que je dis. Des problèmes au sein même de Benno Bokk Yakaar. Pour une fois, je suis d'accord avec le conseil du président Macky Sall, donc M. Ndiaye Lo, qui dit que le Parti socialiste doit être éjecté du gouvernement. Ça, je l'ai toujours défendu. Donc voilà des problèmes avec la Commission nationale de réforme des institutions que Amadou Mahtar Mbow a dirigée. Voilà, et que le président, on attend toujours. Des problèmes avec son mandat, il le dit, mais on voit toujours rien. Et en dernier lieu, cette semaine, je l'ai vu, l'IGE, qui est l'inspection
l'inspection générale d'État a épinglé l'État du Sénégal parce qu'il fait la promotion des nullards et des médiocres. Ça a toujours été mon combat et aujourd'hui c'est l'IGE qui l'a sorti. Que pensez-vous de toutes ces choses-là au Sénégal et est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de passer à autre chose parce que quand même le train est en train de partir et nous on est loin derrière. Alors, j'ai envie de dire, les Sénégalais, ce que je vais dire ça va être très dur. Hein. Les Sénégalais n'ont que ce qu'ils méritent. Moi je pense que quand on est issu d'une nation, on doit aimer profondément cette nation. Et quand on aime cette nation, on doit se lever contre toute forme d'injustice, contre toute forme de populisme. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais, plutôt que de critiquer, devraient tout simplement se dire que puis-je faire à ma place, la place que j'occupe dans cette société ou hors même de la société, même parce que nous sommes de la diaspora, nous sommes ici, que puis-je apporter? Et arrêter d'invectiver le président Macky Sall, le président du groupe parlementaire X ou Y. Moi, je pense que le Sénégal est unique et un. Et à partir de ce moment-là, arrêtons de discourir et allons-y vraiment dans les faits. Mais actuellement, celui qui doit y aller, M. Martin Carvalho, Dr Carvalho, c'est le président de la République. Oui. Parce que le citoyen lambda ne peut pas s'occuper de la réforme des institutions, oui, par exemple. C'est vrai. Le président est là pour présider. C'est son job. D'accord? Il est aidé par des ministres qui sont là pour essentiellement être au service du peuple. Et les députés qui sont là pour les lois. Mais ça, je pense que ça demande une certaine éducation et une compréhension de ce que c'est l'État. Et des compétences. Et des compétences. J'en viens. Le problème, c'est que, aujourd'hui, ces ministres, je ne dis pas tous, ces députés, ces gens qui sont au Conseil économique et social ne sont là que pour eux. Ils ne sont pas là pour le peuple. À partir de ce moment-là, ils ont complètement oublié quelle était leur mission première. Quand on est aux responsabilités, on est là pour aider le peuple et non pour servir le peuple et non pas pour se servir. Ça, c'est mon point de vue. Il a beau être moralisateur, il n'en demeure pas moins que c'est dans les faits, c'est comme ça que doit se passer. C'est pas facile pour la bonne et simple raison que si toutefois on avait des gens compétents, des gens qui ne venaient pas là pour avoir une quelconque promotion, des gens qui venaient que pour servir, on n'en serait pas là. J'ai donné un exemple la dernière fois avec Tounkara en lui disant la chose suivante. Il faudrait que les ministres, les députés, tous ces gens qui sont autour du pouvoir, qu'on leur donne plus de primes, qu'on ne leur donne plus de bonne essence, qu'on ne leur donne même plus de voitures de fonction, encore moins de maisons de fonction. Il me dit, ah bon? Je dis oui, pour la bonne et simple raison que si toutefois on t'appelle pour être ministre, tu es d'accord, ça veut dire que tu viens pour servir le peuple. Mais reste chez toi, amène ta voiture, viens avec ta voiture et l'essence. Et alors, et les fonctionnaires qui travaillent, qui quittent chez eux et qui viennent essentiellement travailler, à la fin du mois, ils ont leur argent, mais avec cet argent-là, qui se débrouillent pour nourrir leur famille, payer leur bon d'essence, acheter des voitures, payer le loyer de leur maison. Et nous, quand on est ministre ou quand on est député, on nous donne tous ces avantages-là. Mais au nom de quoi? Est-ce qu'ils sont plus sénégalais que les autres? Je crois que non. Donc, si je pense que avant de nommer les gens, il faut regarder leurs compétences. Regarder essentiellement l'amour qu'ils ont pour ce pays-là. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils obéissent bien à la feuille de route de celui qui préside aux destinées de la nation, c'est-à-dire le président de la République? Et à partir de ce moment-là, on essaie de prendre ces gens-là, qu'ils travaillent, et que ces gens-là rendent des comptes. Mais au Sénégal, on rend compte à personne. À partir de ce moment-là, comme on rend compte à personne, les gens font ce qu'ils veulent. Ils se disent, non, non, pour 4 ans, 5 ans, et au bout du compte, on s'en va. Non, le Sénégal est un État qui n'est pas appelé à mourir. Donc, il est là, je veux dire, il n'y a que le bon Dieu qui connaît la longévité de ce pays-là. Donc, quand vous venez pour travailler, quand vous êtes ministre ou député ou dans des postes de responsabilité, mais faites votre travail correctement, après vous rendez votre tablier et qu'on n'ait rien à vous reprocher. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème d'histoire. Mais aujourd'hui,
Les gens font ce qu'ils veulent. Je vais prendre une petite anecdote parce que je reviens de la messe. Et qui n'a rien de favoritisme pour les catholiques ni quoi que ce soit. La parabole du jour aujourd'hui, c'était essentiellement le maître qui embauchait certaines personnes dans sa vigne. Mais on n'a pas dit qu'il avait embauché des chrétiens, des musulmans, des juifs. On a cité personne, on a dit il a embauché des gens. Et des gens qui sont venus à la première heure ont embauché. D'autres sont restés sur le bas-côté parce qu'ils n'ont pas été, on ne les a pas pris. Il est venu leur a dit, mais allez-y travailler. À la fin de la journée, il a donné la même pièce d'argent à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le bon Dieu, il nous met tous sur le même pied d'égalité. Qu'on soit président, ministre, député ou garçon de salle ou ouvrier, pour lui, on est tous pareils. Et dès que nos responsables, si nos responsables politiques qui disent que eux, ce sont des djoulites, ce sont des mourides, ce sont des ainsi de suite, si toutefois ils mettaient en application ce qu'ils ont vraiment appris dans leur religion, et quelle que soit leur religion, et je ne stigmatise aucune religion, ces gens-là, ils auraient compris qu'ils sont là au service de la société. Et on aurait eu moins de problèmes. N'est-ce pas? En dehors de l'incompétence, on aurait eu moins de problèmes dans toutes les affaires de l'État. Quand tu sais que tu viens ici pour Djamou, essentiellement, Yal, Djamou, les Sénégalais qui t'ont mis ici au pouvoir, je pense que la mission serait beaucoup plus noble. Merci, Dr Martin Carvalho. J'espère que mon ami de l'APR, Mamad Ndiaye, qui s'occupe de la communication, a bien entendu que tout le monde penche pour une gouvernance sobre et vertueuse basée sur la compétence, le talent et aussi le mérite. Donc, notre docteur, on te laisse respirer un tout petit peu. Du genre Momodou le micro en attendant qu'on revienne sur le diabète proprement dit. On invite les auditeurs auditrices d'être patients et puis de préparer leurs questions. Et donc, le docteur va répondre. En tout cas, merci donc notre docteur ami et frère et qui nous anime presque, je dirais, 3 fois par an. Machallah, que Dieu le bénisse et sa grande famille. Je vous rappelle aussi, donc, depuis Médine Gounass, notre grand frère Maodo Samagnan, qui remercie bien sûr la délégation de Marseille, et particulièrement donc, de leur mobilité, et remercie aussi ceux qui n'ont pas pu y être, raison laquelle il manque de locomotion. Et remercions aussi les acteurs, ceux de responsables qui ont vraiment mis donc, en feuille de route cette navette qui a pu amener ces sages, etc. Le plus jeune, bien sûr, Issa Sow, et que nous remercions tous cela. Nous remercions aussi la jeunesse de Cannes, Nice, qui éventuellement nous ont accueillis très chaleureusement. Ahmed Kiam, et puis Mansour Gassama, et puis Léo Inyang, et puis Guedouba, et puis surtout tous ceux qui sont les femmes, Mariam Diaraté, la femme la plus en deuil, puisque c'était sa moitié, c'était son amie, c'était sa sœur, c'était tout. Et Aminata Ba depuis l'antenne de la Seine-sur-Mer dans le Var. Voilà, et puis nous remercions aussi la délégation de Paris, nos institutions, donc Madame Baké, donc Madame Awa Diop, et bien sûr le coordinateur principal nomination donc, par le président Dembosso et Ahmed Sahar, et puis notre petit frère Abdelrahman Koïta, tous mobilisés pour accompagner à sa dernière demeure notre regretté Ikoro Ndiaye. Et de Marseille, et puis incontournable aussi, nos institutions se sont mobilisées. Le consul général du Sénégal à Marseille, donc Tamsir Faye, et son vice-consul se sont rendus. Et puis sans oublier donc tous ceux, Amical Mavob, et quelle demeure éternelle. Nous prions pour vous aussi de rester aussi longtemps en bonne santé et longue vie aussi, pour accompagner d'autres personnes. On ne peut pas applaudir avec une seule main. Voilà, après bien sûr ce débat animé par Maestro Lamine Diaraté, on va vous laisser le soin, une belle chanson donc, qui va être dédiée à nos chers auditeurs et auditrices. Et oui, un enfant prodige est né, il s'appelle Ibrahim, qui nous interprète et le mot intitulé donc Médina, que nous tous on a vécu Médina. Et puis voilà, et Youssou Ndour est de Médina, Fallou Dieng est de Médina, moi je suis de Médina, et je pense que même Richard est de Médina. Tu es de Waoundé, toi. J'accepte. Mais c'est de là que nous avons grandi, parce que je suis de Fass-Casier, mais j'ai beaucoup grandi plutôt à Médina.
Voilà, amicalement votre, on vous laisse le temps de nous accompagner pour cette belle balade. Donc, voilà. Après, bien sûr, cette belle chanson, donc, nous allons aborder juste un humoriste ivoirien pour vous rappeler le président de la République. C'est comme les prisonniers et ils ont tous chacun un rôle à jouer.